Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Nous rencontrons cette semaine Renée Dupuis, avocate spécialiste des droits de la personne et du droit relatif aux Autochtones. Profondément attachée au droit à l'égalité pour tous et toutes, Madame Dupuis a lutté notamment pour la parité homme-femme, la justice sociale et la reconnaissance des droits des Autochtones qu'elle a défendus dès le début des années 70, en tant qu'avocate, consultante auprès d'instances provinciales et fédérales et conseillère juridique auprès de différents groupes autochtones. Renée Dupuis a été notamment commissaire à la Commission canadienne des droits de la personne, présidente de la Commission des revendications particulières des Indiens et vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Elle a également participé aux travaux de la Commission royale sur les peuples autochtones mise sur pied à la suite de la crise d'Oka et a été nommée témoin honoraire par la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Membre de l'Ordre du Canada depuis 2005, elle a été nommée sénatrice indépendante au Sénat du Canada en novembre 2016. Renée Dupuis faisait récemment paraître 2 titres majeurs aux éditions du Boréal. Son autobiographie, intitulée « Ce chemin sous mes pas », relate des événements et des rencontres qui ont marqué son parcours professionnel et qui dessinent en filigrane l'histoire des luttes des Autochtones pour leurs droits. Dans La question des Premières Nations du Canada, l'autrice rappelle les jalons historiques qui ont façonné, au fil des siècles, les relations entre allochtones et autochtones, dresse le portrait des Premières Nations aujourd'hui et récapitule leurs principales revendications. Renée Dupuis, bonjour. Bonjour, Catherine Égaud. Vous avez fait une longue carrière en droit, qui a commencé dans les années 70 par des études. Puis vous vous disiez, je vais un petit peu m'ennuyer là-dedans. Il y avait peu de femmes. Et donc vous vous disiez, je vais être confinée aux droits de la famille. Mais vous y êtes allée quand même. J'ai considéré pendant un certain temps la philosophie, les grandes questions existentielles, la justice et autres questions existentielles m'interpellaient. Mais quand j'ai réfléchi à la question de façon un peu plus sérieuse au moment de faire un choix professionnel, il m'est apparu rapidement qu'il n'y avait pas de place en philosophie pour les femmes, il n'y avait pas de place en droit pour les femmes, mais si je voulais faire changer les choses, j'avais plus de possibilités d'y arriver concrètement en droit, en travaillant avec des gens. Je ne voulais pas faire une carrière strictement intellectuelle et je voulais que des changements interviennent et aient un effet dans la vraie vie des gens. Qu'est-ce que vous vouliez changer? Je voulais changer ce qui m'apparaissait de l'injustice, le fait pour une personne en autorité de frapper un enfant, que ce soit dans la famille ou à l'école. Ça m'avait fait réagir, moi, en 4e année à l'école primaire, à la suite d'une intervention intempestive d'une religieuse, donc à l'endroit de ma meilleure amie qui avait un handicap temporaire, mais un handicap parce qu'elle avait un bras dans le plâtre, qu'elle avait frappé parce qu'elle n'arrivait pas à bien dessiner. Alors, ça m'avait fait lever de ma chaise et je ne me suis pas rassise depuis ce temps-là. À l'époque où vous êtes entrée en droit, les questions autochtones commençaient à émerger parce que le livre blanc avait été publié en 1969. Mais pour vous, est-ce que c'était déjà une préoccupation? Ce qui m'a frappée surtout, c'est que je me préoccupais donc de l'injustice, des grandes questions existentielles, y compris donc des droits qu'on appelait à l'époque les droits de l'homme d'ailleurs, les droits à l'autodétermination des peuples. Ces questions-là m'interpellaient. Au moment où moi j'ai commencé, le livre blanc n'était pas encore paru et c'était encore une réflexion théorique sur ces grandes questions-là. Il y avait par ailleurs à l'époque toute la question du droit du peuple québécois à l'autonomie, à la souveraineté, à l'indépendance. Donc, c'était des questions qui étaient quand même discutées, qui étaient présentes dans l'actualité et qui m'interpellaient, mais je n'avais pas eu de contact encore avec le monde des peuples autochtones. Alors, parlez-nous un peu du livre blanc. Quel était l'objectif du livre blanc? Quand on lit le livre blanc, qui a été publié par le ministre Jean Chrétien à l'époque, le ministre des Affaires indiennes, qui est devenu premier ministre très longtemps au Canada, on lit les textes qui disent clairement qu'il faut que
le statut de citoyen de seconde zone cesse. Il faut mettre un terme à cette situation-là qu'on a créée par la loi. Alors, on se dit, j'ai pas rêvé. On est en train de confirmer qu'il y a de la discrimination, qu'on va appeler plus tard la discrimination systémique, une fois que les chartes vont être adoptées et qu'on va réfléchir à est-ce qu'un individu est discriminé, on appelle ça une discrimination individuelle, mais quand une discrimination est inscrite dans un système, dans des lois, dans des pratiques, dans des préjugés, c'est ce qu'on appelle maintenant de la discrimination systémique. Et donc, il y a une reconnaissance là que l'État canadien poursuivait une politique de discrimination systémique à l'endroit des Premières Nations. Mais la manière d'y mettre un terme, c'était l'assimilation, finalement. Le choix qui avait été fait à l'époque, c'était de dire, on les a mis à la marge dans des réserves, on les a mis en dehors de la société, aux confins de la société, confins géographiques, mais aussi aux confins sociales, confins économiques, politiques. Donc, on va abolir cette frontière qu'on a créée par le moyen de la réserve indienne. C'était ça le projet. Oubliez que vous avez été mis à l'écart, venez vous fondre dans l'ensemble de la société. Mais les Autochtones n'ont pas trouvé que c'était une très bonne idée. Il y a eu une levée de boucliers terrible. Bien, il y a eu un livre rouge en réponse à ce livre blanc, où les gens, en réalité, ont répondu « Vous nous avez toujours dit qu'on n'était pas comme vous, on vous confirme qu'on n'est pas comme vous. Vous nous avez mis à l'écart, on n'a jamais été d'accord, on a toujours protesté contre cette mise à l'écart. Vous avez pris nos territoires, vous avez pris nos ressources, vous continuez de le faire. Mais c'est vrai qu'on est des peuples, c'est vrai qu'on est des peuples différents, et ça, on veut que vous le reconnaissiez. » En 1978, donc encore la décennie 70, c'est un autre grand événement dans la vie des Autochtones au Québec. C'est le projet de harnachement de la baie James pour l'hydroélectricité, et puis la réaction des Autochtones qui disent « mais c'est chez nous ». Et là, on signe un grand traité moderne qui est la Convention de la baie James et du Nord québécois, qui regroupe les Cris, les Inuits et les Naskapi. Mais il y a des grands absents qui sont notamment les Inuits et les Atikamekw. Et vous devenez conseillère juridique des Inuits et des Atikamekw dans ce contexte-là. À la fin de mes études, j'avais été stagiaire auprès de 2 avocats qui travaillaient avec l'Association des Indiens du Québec. L'association qui a entrepris les procédures judiciaires en 1972, pour empêcher le développement du projet hydroélectrique de la baie James. C'était une promesse électorale du candidat qui est devenu premier ministre, Bourassa, de créer 100 000 emplois. Et c'était consacrer la maîtrise d'œuvre de l'Hydro-Québec sur les grands projets hydroélectriques. Donc, ça avait une portée politique, mais aussi sociologique extrêmement importante. Et c'est à l'occasion de ce stage-là que j'ai constaté et réalisé qu'il y avait une loi constitutionnelle qui imposait d'obtenir la remise des droits des habitants sauvages, littéralement comme la loi de 1912 le dit, la loi de l'extension des frontières. Et on avait juste passé par-dessus cet article de la loi. On m'a dit qu'il y avait des opinions juridiques qui avaient été données au gouvernement dans ces années-là qui leur disaient « ça n'a plus d'effet, c'est un vieil article ». Bon. Et moi, ça m'apparaissait inouï et inconcevable qu'on ait laissé traîner dans la législation des documents qui reconnaissent formellement qu'ils ont des droits et qu'on doit en obtenir remise. Et si vous devez en obtenir remise, ça confirme les droits. Ça a été un choc pour moi. Ça m'a vraiment interpellée parce que la question des droits des peuples, sur le plan du droit international, se trouvait là incarnée très concrètement dans un article d'une loi constitutionnelle canadienne et québécoise. Et on venait de passer à côté de ça, d'aller à l'encontre de cette loi-là. Et je me suis dit, ça devient un cas d'application concrète d'un principe de droit fondamental. Le jugement de première instance a décrété que l'Association des Indiens du Québec, qui représentait toutes les Premières Nations du Québec, et qui avait fait donc tout le travail de préparation avec les communautés résidentes et non résidentes, s'est vu rejeter. Le jugement, donc, a rejeté l'action du point de vue de l'association parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de recours collectif. Alors maintenant, tout le monde connaît le recours collectif. On était dans les balbutiements d'une discussion sur la potentialité qu'un jour on reconnaisse des recours collectifs. Alors le juge avait dit l'association ne peut pas avoir ces droits-là. Et donc ça a entraîné un processus de négociation qui a visé seulement les Cris et les Inuits dans un premier temps, c'est-à-dire ceux
dont les établissements ou les réserves étaient situés, ou les villages nordiques étaient situés dans le territoire projeté, à l'exclusion de tous ceux qui n'avaient pas donc un établissement dans le territoire visé. À ce moment-là, je travaillais toujours à l'Association des Indiens. C'est ce qui a fait éclater l'Association des Indiens du Québec à l'époque. Alors, les avocats qui représentaient l'association ont continué en représentant les Cris et d'autres avocats représentant les Inuits et le gouvernement, les deux ordres de gouvernement, ont conclu une entente laquelle prévoyait non seulement l'extinction des droits des parties signataires, parce qu'en échange de ce qu'on vous concédait, on exigeait que vous signiez la remise de vos droits, mais on a aussi éteint de façon unilatérale les droits des Autochtones non signataires de cette convention. Et c'est contre ça qu'on s'élevait. Donc, j'avais organisé une comparution de chefs Inuits, de chasseurs Inuits et Atikamekw devant un comité parlementaire à Ottawa en 1977 pour leur dire « Réalisez ce que vous êtes en train de faire ». Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Je dirais, ultimement, ça a eu comme conséquence la loi fédérale qui a mis en œuvre la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, qui a été votée en 2022, une loi en faveur de laquelle j'ai voté comme sénatrice. Autrement dit, ça a été le départ d'un grand mouvement d'affirmation des droits qui avait commencé à s'initier en réponse au Livre blanc de 69 et qui a multiplié les formes d'affirmation et de refus de disparaître, dans le fond. S'il n'y avait pas eu le projet de la baie James, on ne serait peut-être pas où on est aujourd'hui. Il n'y aurait pas la Convention de la baie James, il n'y aurait pas eu d'autres traités, il n'y aurait peut-être pas eu la Conférence constitutionnelle. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une reconnaissance dans la Constitution canadienne de droits particuliers, collectifs, aux peuples autochtones? C'est parce que le projet de rapatrier la Constitution canadienne dans les années 80 s'est heurté à une opposition très directe, très affirmée d'un certain nombre de Premières Nations qui sont allés jusqu'en Grande-Bretagne pour dire à la couronne britannique, nos traités, c'est avec vous qu'on les a signés, donc c'est avec vous qu'on veut régler ça. Ils sont allés prendre des procédures judiciaires devant les tribunaux britanniques. Donc, ils ont ébranlé un projet politique et potentiellement compromis un projet politique. Alors, il y a des plaques tectoniques qui peuvent jouer dans des occasions comme ça, dans des périodes comme celle-là. Et c'est ce qui est arrivé ici. Donc, de ce point de vue-là, il y a une reconnaissance aujourd'hui qui n'existait pas en 1982. Maintenant, elle existe. Elle a amené le gouvernement fédéral à accepter l'idée que cette reconnaissance de droit, jumelée à l'acceptation du projet qui est adopté par l'ONU, donc de Déclaration des droits des peuples autochtones, qui leur reconnaît des droits de souveraineté à l'intérieur des États, d'accord, mais certains droits de souveraineté, suppose que le gouvernement n'a plus l'autorité pour imposer unilatéralement des politiques, des régimes juridiques. Le rapatriement de la Constitution en 82, ça a changé beaucoup de choses pour les Autochtones. Vous dites que dans votre livre que jusque-là, le gouvernement fédéral pouvait éteindre des droits unilatéralement. La reconnaissance de droits constitutionnels est la meilleure reconnaissance d'un droit, parce que quand vos droits sont reconnus constitutionnellement, ils sont jusqu'à un certain point à l'abri des lois fédérales et des lois provinciales. Je dis bien jusqu'à un certain point qui est à définir selon les contextes, selon ce que les tribunaux vont en déterminer. Donc, les législateurs ont accepté de limiter jusqu'à un certain point leur possibilité de légiférer par rapport aux peuples autochtones en leur donnant, en leur concédant, en leur reconnaissant des droits constitutionnels. Et comment ça s'articule par rapport au droit international? Les Autochtones sont allés à l'ONU, sont allés à New York, mais le Canada dit « je suis souverain sur mon territoire », donc vous n'avez pas à aller solliciter d'autres gens. Comment ça s'articule maintenant, cette tension-là? Ce qui est majeur quand je parle de la loi de mise en œuvre dans le droit canadien, de la Déclaration de l'ONU, sur les droits des peuples autochtones, c'est que le gouvernement canadien, qui a la souveraineté sur son territoire, a accepté d'intégrer dans son droit canadien, donc le Parlement a voté cette loi-là qui dit le contenu de la déclaration en droit international, on l'intègre à notre régime de droit
et on va devoir être logiquement en lien avec ce qui est reconnu dans cette déclaration-là quand on va légiférer. Quand on signe un traité pour le rendre applicable, pour lui donner une force exécutoire dans le pays, il faut faire une loi pour dire « j'adopte tel traité, je l'intègre dans mon droit ». On a fait la même chose avec cette déclaration-là de l'ONU. On a donc intégré dans le droit canadien. À propos des traités, on entend souvent dire dans des déclarations de reconnaissance territoriale, on est sur un territoire non cédé. Donc il y a des parties du Canada qui ont fait l'objet de traités entre les Autochtones et les Blancs, d'autres non. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand le régime français s'est installé, on débarque, on s'installe, nous sommes chez nous, nos droits s'installent. La persistance des peuples autochtones à affirmer leurs différences a fait en sorte que cette théorie du droit international qui s'était imposée à une certaine époque a été obligée de retraiter, si on veut, de telle sorte que quand le régime britannique s'installe ici, dans ce qui est aujourd'hui le Canada, le Québec, ils décident de consacrer leur mainmise sur l'ordre juridique et sur le territoire en signant des traités avec un certain nombre de Premières Nations sur une partie du territoire canadien. C'est ce qu'on a appelé les traités historiques ou les traités numérotés. En échange de paiement d'une indemnité individuelle à perpétuité, des fois de matériaux scolaires, de matériaux médicaux, vous cédiez vos droits sur le territoire. Et c'est comme ça qu'on a procédé à la colonisation à partir de l'Ontario jusqu'à la Colombie-Britannique. Donc, il y avait une partie du territoire canadien sur lequel on estimait que le titre de la couronne canadienne était clairement établi, que les gens ne pouvaient plus revendiquer de droits. Dans les parties où il n'y avait pas eu ce genre de traité historique, Colombie-Britannique, le Nord canadien et l'Est, à partir de l'Est de l'Ontario, donc Québec et provinces atlantiques, y compris Terre-Neuve, il n'y avait pas eu ce genre de traité historique. Et il y avait eu une décision du Conseil privé de Londres qui disait « Les Autochtones au Canada, ils ont seulement les droits que les gouvernements leur ont reconnus. Ils n'ont pas d'autres droits. Alors, si vous voulez avoir un droit, il faut qu'il y ait un papier qui le constate quelque part. » En 1973, une autre réaction au livre blanc de 69, il y a un groupe qui va devant les tribunaux et qui dit, la cause de Calder, de Colombie-Britannique, qui demande aux tribunaux de déclarer qu'ils ont toujours des droits, que ces droits-là subsistent et qu'ils n'ont jamais été éteints, donc ils sont encore valides et opposables à la couronne canadienne. Et contre toute attente, la majorité de la Cour a dit « Oui, il y a des droits qui subsistent. » Donc, il y a une victoire du point de vue du droit pour les Autochtones qui se font reconnaître en droit canadien des droits sur le territoire du seul fait de leur occupation et de leur utilisation du territoire. Et ça vient renverser 100 ans de jurisprudence. Et c'est ça qui a amené le gouvernement fédéral à adopter cette politique qu'il a appelée des revendications. Si vous avez des revendications à faire sur le territoire canadien, vous devez les déposer chez nous. En marge des revendications particulières qui portent sur le respect ou l'infraction à un traité qui a été conclu ou à une entente avec le fédéral, la constitution d'une réserve par exemple, il y a les revendications globales. Que sont les revendications globales? Les revendications globales sont celles où vous avez un groupe à définir. Donc, il y a des communautés Innu, Atikamekw, Anishinaabe qui ont présenté au gouvernement fédéral ce que le fédéral appelle des revendications globales, c'est-à-dire la prétention qu'ils ont d'avoir des droits sur le territoire et sur les ressources de ce territoire-là, ces immenses territoires communautaires non définis. Il y a des chevauchements entre les Premières Nations. Ça aussi, ça ajoute au niveau de complexité. Et donc, c'est ça qui n'a jamais fait de l'objet d'un traité historique par lequel les Premières Nations auraient cédé leurs droits sur ces immenses territoires-là. Donc, ça, c'est les revendications globales. Comme ensemble communautaire, vous revendiquez le droit sur un territoire et ses ressources sans avoir jamais signé de traité pour remettre vos droits, céder vos droits. Vous écrivez dans votre livre qu'entre 1973 et 2016, 29 accords de revendication globale ont été signés, qui touchent 40% du territoire canadien.
Qu'est-ce que ça veut dire pour ces territoires-là? Ça peut être très variable. Ça peut vouloir dire le territoire du Nunavut. Donc, ça peut être extrêmement important en termes géographiques, en termes de pouvoir, d'autorité législative, gouvernementale. C'est un exemple, le Nunavut. Le Nunavut, la création du territoire de Nunavut, d'un 3e territoire fédéral au Canada, est donc le résultat de la conclusion d'un traité de revendication globale. C'est infini comme possibilité, même si c'est à l'intérieur d'un cadre gouvernemental étatique. La limite, c'est la limite de ce que le contexte permet, de ce que la politique autorise, de la pression fait en sorte qu'on va concéder plus ou moins. Donc ça, c'est un exemple. Il y a des revendications globales qui ont été réglées, qui ont consacré la mise en place de gouvernements Nisga'a en Colombie-Britannique, avec des autorités qui sont définies dans la loi qui met en œuvre la Convention. Donc, ce n'est plus la loi sur les Indiens qui s'impose unilatéralement chez les Nisga'a. Ce sont des formes de gouvernement locaux dont les autorités ont été négociées et discutées et convenues dans le cadre de discussions de revendications globales. Ce dont on entend de plus en plus parler, c'est l'autonomie gouvernementale. Par exemple, en ce moment, elle passe beaucoup par la protection de la jeunesse. Est-ce que ça, c'est un autre volet où tout ça est lié? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir une autonomie gouvernementale si on n'a pas une autonomie territoriale? Théoriquement, oui. On peut avoir une autonomie sectorielle ou par champ qui serait sur des individus et non pas sur un territoire. Et d'ailleurs, les Premières Nations, c'est ce qu'elles affirment quand elles disent avoir une compétence territoriale, mais aussi compétence sur des personnes. Qu'elles viennent et vivent dans la réserve ou qu'elles sortent de la réserve et qu'elles s'installent ailleurs, à Montréal ou à Trois-Rivières ou à La Tuque. L'autonomie gouvernementale, c'est une forme de droit de souveraineté interne. C'est pas une indépendance complète, vous n'avez pas la souveraineté externe et interne, mais ce que la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones consacre, c'est un droit de souveraineté interne, donc toutes les affaires de la communauté et des territoires qu'ils occupent. Qu'est-ce que c'est l'autonomie gouvernementale? C'est l'autorité de décider pour sa communauté, pour soi-même, décider des questions de santé, décider des questions sociales, protection de la jeunesse, décider de l'eau potable, décider de... La justice? La justice, décider du territoire, décider des ressources, décider du droit criminel, des infractions aux règles de la communauté. C'est l'ensemble des aspects de la vie. Mais à chaque fois, ça grignote un peu de la souveraineté canadienne. C'est-à-dire que le gouvernement canadien peut voir comme diminuant sa souveraineté le fait de reconnaître l'autorité des Premières Nations sur leur territoire et leur communauté. Mais il peut aussi voir qu'il y a peut-être intérêt à reconnaître l'autorité de ces communautés-là, qui, comme elles le disent elles-mêmes, sont les mieux placées pour définir ce qui devrait être les règles chez eux. Parce que ça fait moins de problèmes dans l'ensemble de la société si on s'ajuste à ce qu'on estime être une revendication d'autonomie et ce qu'eux estiment être une affirmation d'une autonomie. Vous avez été témoin honoraire de la Commission de vérité et de réconciliation et vous écrivez « La vérité a commencé à émerger, la réconciliation reste à faire ». Est-ce que la réconciliation, en l'état actuel des choses, c'est un fantasme d'Allochtone? La réconciliation, ce qui me frappe du moins de l'expérience canadienne de la Commission Vérité et Réconciliation, c'est que ce genre de mécanisme de justice transitionnelle est mis en place un peu partout dans le monde quand il y a eu des violations graves de droits de la personne. Je ne suis pas certaine qu'on a pris la véritable mesure du genre de mécanisme dans lequel on s'est inséré. La création de la Commission Vérité et Réconciliation nous inscrit dans une réalité comme celle de l'Afrique du Sud, du Maroc, où il y a eu des violations graves des droits de la personne. Bon. Alors déjà ça devrait nous interpeller parce que c'est pas sans conséquence. La commission, elle a établi une partie du travail de vérité, faire émerger à la réalité, dans le fond, ce qui était non dit, ce qui était caché, ce qui était pas vraiment su.
Peut-être que la partie la plus sensible dans ce qu'elle a mis à jour, c'est la question des tombes anonymes d'enfants morts dans des pensionnats, sans que les familles aient été avisées, sans qu'il reste des traces claires de tel enfant, telle date, tel âge. Ça a choqué les gens. C'est un mouvement d'émotion. On est vraiment choqués. Mais il faut aller plus loin maintenant. C'est comme si on avait une difficulté à s'approprier cette réalité. On a déguisé une politique d'éducation, donc on crée des écoles, on demande à des curés de s'en occuper, puis en fait, ça a été un endroit de sévices physique, sexuel, psychologique, culturel, sociologique et d'abus de pouvoir institutionnalisé. Alors, on n'a pas pris la mesure de ce que ça représente comme dommage, comme obligation de réparation. Pas juste obligation, je te donne un chèque, tu t'en vas chez vous, puis tu vas voir le psychologue, puis tu te guéris. Il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent changer dans nos pratiques à cause de ça. Et il y a une résistance à ça. Une fois passé le moment de l'émotion, il y a une résistance à ça. Quelles sont les pratiques que nous devrions changer? Toutes nos pratiques. Toutes les pratiques sont à réviser et c'est un état d'esprit à changer. Et si on veut que les gens aient l'impression que ça s'améliore, il faut qu'on envoie un message clair, comme société, qu'on a pris la mesure de l'énormité qu'on a créée et que personne ne peut faire pire que ce qui a été fait. Donc, ça devient une perspective totalement différente. Si moi, comme gouvernement canadien, je m'assois avec des Premières Nations ou d'autres peuples autochtones et que je discute avec eux dans cet esprit-là, il y a toute une part de l'esprit colonisateur, d'esprit de supériorité. J'arrête de voir les Premières Nations dans ce que j'ai créé comme situation. Les Premières Nations sont plus que la situation délétère que j'ai mise en place quand je m'en suis occupée. Est-ce que vous trouvez que la population allochtone n'est pas assez indignée de la situation? Il me semble que la population a montré qu'elle pouvait être très indignée dans la question des tombes. Mais la question, pour moi, n'est pas de susciter l'émotion. La question, c'est d'analyser comment on va changer nos façons de faire pour éviter que ça se reproduise, pour éviter que les situations très difficiles dans lesquelles beaucoup de communautés se trouvent continuent de se détériorer. Donc, c'est pas la question de l'indignation. C'est une fois que vous vous êtes indigné, c'est très facile de vous rendormir. Vous faites un clic, vous êtes déjà ailleurs. On fait quoi pour que ça change? Qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen et citoyenne? On commence par quoi? On commence là où on est. Moi, comme parent, j'étais membre des comités de parents. Chaque fois, j'ai demandé pourquoi est-ce que on pouvait pas organiser des échanges scolaires, ou primaires, ou secondaires, avec des Premières Nations. On allait partout dans le monde. Les dirigeants d'école étaient prêts à envoyer nos enfants en Australie. Pas pour voir les aborigènes d'Australie. Alors, on est tous dans notre vie. On est une mère, on est membre d'une ville, on est citoyen, membre d'une municipalité de village peut-être. Alors, c'est à chacun de se poser la question. C'est à chacune de se dire, moi, je vis à tel endroit, c'est ceci ma réalité. Je parle pas de faire autre chose, de laisser ce que vous êtes en train de faire. Je parle d'ajouter une perspective. Chaque fois que vous entendez un commentaire raciste à l'endroit des Autochtones, est-ce que vous ouvrez la bouche pour dire que c'est inacceptable? René Dupuis, merci. Je vous en prie. Un grand merci à René Dupuis d'avoir partagé avec nous sa passion pour la justice et sa connaissance profonde des enjeux autochtones au Canada. L'émission Confluent est portée par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Pour en savoir plus, visitez notre site web www.missioncheznous.com. À très bientôt, Catherine. À très bientôt, Mathieu. D'ici là, nous restons à l'écoute de Radio VM et Radio Galilée.
Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.